Retour sur un film pas comme les autres. Il y a 3 semaines sortait Tomboy, l'histoire de Laure, 10 ans, garçon manqué, se faisant passer pour un garçon pour de vrai. Identité par hasard pour s'intégrer à un groupe. Un film tourné en 20 jours, petite économie, éloge critique, succès public, retour sur le miracle. Bonjour Céline Sciamma. Bonjour. Vous êtes réalisatrice et scénariste de Tomboy. Vous l'avez bien vécu, évidemment, tout ça? Ah oui, excessivement bien, oui. Mais quoi surtout, qu'est-ce qui compte le plus quand on sort un deuxième film? C'est le succès critique, c'est le nombre de spectateurs, c'est les gens que vous avez touchés? Moi, c'est d'atteindre l'équilibre et puis c'est de vivre la vie du film jusqu'au bout. Pour moi, la sortie du film, ça fait partie de la mise en scène. Donc, ça fait partie de mon travail. En parler et puis l'amener jusqu'aux gens. Et puis... Quel équilibre évoquez-vous? L'équilibre entre recevoir effectivement de l'affection de la part de la critique, de la part des spectateurs, de la part de l'étranger, de la part de... Et les retours d'émotion, vous les avez eus? Vous les avez comment? En vrai, je reçois des lettres, je reçois des mails, je reçois des messages dans la rue, je reçois... Et qui disent quoi? Qui disent merci, qui disent souvent aussi des choses assez intimes sur eux-mêmes, comme le film fait résonner quelque chose de leur enfance. Et c'est pour ça que vous faites ce métier-là, réalisatrice? C'est pour toucher les gens? Ou c'est pour vous exprimer? Non, c'est pas pour m'exprimer, c'est pour... En tout cas, je n'ai pas le sentiment de délivrer des messages. Les films posent des questions et puis j'aime bien que ça touche les gens, qu'ils apportent leurs réponses, ouais. Ouais, c'est-à-dire que vous ne livrez pas les réponses avec le film, hein. C'est chacun se débrouille. Oui, c'est ça. Le Festival de Cannes s'ouvre demain, Céline Sciamma. C'est un endroit que vous aimez? Vous y étiez pour Naissance des pieuvres? C'est un endroit assez fondateur, oui, pour moi, parce que c'est là qu'avait effectivement été présenté mon premier film. Donc, c'est un endroit que j'aime, déjà que j'aime en tant que spectateur. Moi, ça m'a beaucoup fait rêver, le Festival de Cannes, quand j'étais enfant, adolescente, etc. Après, c'est un endroit compliqué, de passion, voilà. Ouais, et de tralala. Un peu aussi. Et quelque chose me dit que vous n'aimez pas le tralala. Vous croyez? On va parler de votre façon d'envisager le cinéma, de l'émoi des enfants et des adolescents, du regard de l'autre. Moldy Peaches, Anyone Else Than You, c'était la musique du film Juno. Céline Sciamma, la musique semble essentielle dans vos films, même quand il y en a peu finalement, comme dans Tomboy. C'est quoi le rôle précisément de la musique dans un film? C'est délicat à manier, non? C'est très difficile, effectivement. Et justement, le fait qu'il n'y en ait pas, ou qu'il y en ait peu, c'est des vraies décisions qui prouvent l'importance de la musique, parce que la musique fait contagion, fait commentaire. Et du coup, quand on écoute de la musique dans la rue, soudainement, la rue, elle change de tête, quoi. Et donc, c'est à manier avec précaution, parce que ça peut vite devenir un fond de sauce, quoi. Alors, comment sait-on? Ça vient après, quoi qu'il arrive, ou c'est déjà prévu au moment de la conception du film? En ce qui me concerne, c'est prévu. Oui, là, par exemple, pour ce film-là, j'avais décidé qu'il y aurait pas de musique, il y aurait juste un morceau central qui serait une chanson, qui serait pop, et puis voilà, c'est tout. Et pourquoi ce choix-là? Précisément parce que c'est des envies de rythme, en fait. C'est-à-dire que sur ce film, j'avais envie les pulsations de l'enfance, j'avais envie qu'il n'y ait pas de place pour la musique, j'avais envie de travailler le son direct, la nature, les voix des enfants, et j'avais envie qu'il n'y ait pas l'espace pour la musique. Donc c'est une volonté aussi d'assumer complètement le point de vue de l'enfant, de faire un film à hauteur d'enfant. Comme la musique fait commentaire, c'est surplombant et soudainement c'est plus du tout l'enfance. Oui, mais dans celui d'avant, le film d'avant, Naissance des pieuvres, on est aussi, me semble-t-il, à hauteur d'adolescent, mais alors qu'il y a beaucoup de musique, donc ça n'empêche pas. Non, ça n'empêche pas, mais les rythmes sont très différents. Et dans le film précédent, on est dans un rythme qui est plus mélancolique et qui est un peu plus, on est plus dans des plans séquences, et du coup la musique s'intègre assez parfaitement, et en plus c'est une musique électro qui évoque l'adolescence. Vous semblez aussi apporter une grande attention au son. Fanny Beaumont, qui réalise cette émission, a mixé les sons de 2 scènes de Tomboy et de Naissance des pieuvres, sont de 2 sports différents. On peut jouer? Viens dans l'eau, tu verras mieux. Bon, entendu juste comme ça vous dit quoi? Ça vous parle ou... Non mais c'est toujours amusant de voir. C'est difficile de faire des échos soi-même entre ces films, dans son travail. Je pense que vous passez pas votre temps à ça. Non, mais du coup, ça m'émeut toujours de voir quand il y a quand les autres font des parallèles, du coup, ils vous sautent aux yeux.
On se sent ridicule. Ridicule. Non, je plaisante. On se sent lisible. Enfin, c'est bien. Mais en même temps, Ah ouais, c'est alors que votre objectif n'est pas du tout d'être lisible. moi, ce qui m'intéresse dans le cinéma aussi, c'est la part de mystère, effectivement. C'est Mm. pour ça que je fais des films avec des titres incompréhensibles. Je trouve pas. Deux sports différents, le foot, la natation synchronisée. Les corps parlent et les sports sont collectifs. Ça n'est intéressant que parce que ces sports-là sont collectifs. Ce qui m'intéresse dans le sport, c'est effectivement cette notion de groupe et d'équipe, et avec un personnage qui cherche à intégrer une équipe. Et la deuxième chose qui m'intéresse aussi, c'est la question de la chorégraphie. Et effectivement, dans les sports collectifs, on peut filmer les groupes et filmer les groupes comme dans une chorégraphie. Alors avec la natation synchronisée, c'est littéralement de la chorégraphie. Avec les jeux d'enfants, on est dans des, on crée la chorégraphie des corps. Et je trouve que ça raconte c'est à la fois du spectacle et donc du cinéma, et puis en même temps, ça raconte les énergies de groupe et les désirs, les désirs d'intégration. Oui, parce que ces corps ressentent parfois des choses dont l'esprit ne veut pas ou que l'esprit ne comprend pas. Est-ce que vous gardez une mémoire très vive de votre enfance, de votre adolescence? Et est-ce que cette mémoire-là est plutôt une mémoire du corps, de l'esprit, des ressentis? Oui, j'ai une mémoire très très vive de l'enfance et de l'adolescence, effectivement. Et d'ailleurs, pour écrire, j'ai puisé dans ces sensations-là, effectivement, à la fois dans des ressentis, sur des émotions, mais je crois qu'on a tous des souvenirs très, en tout cas sur l'enfance, des souvenirs très vivaces. Ça dépend. Il y a des gens qui n'ont aucun souvenir. Qui occultent absolument. Mais en tout cas, sur des brimades, par exemple, je dirais, une réflexion de cours de récréation peut continuer à nous faire un peu de mal, au fond, aujourd'hui. Ouais. Alors que. C'est des blessures qui subsistent, des petites humiliations, des choses comme ça. Je crois qu'elle laisse une empreinte assez forte parce que c'est la première fois, tout simplement aussi. Première fois, et puis la deuxième est spéciale aussi la deuxième fois. Hein. Période de confusion en tout cas. Dans Tomboy, le personnage principal a une dizaine d'années, vient d'emménager dans une nouvelle cité avec ses parents et sa sœur, et tombe sur une certaine Lisa. Extrait. Tu cherches les autres? Je t'ai vu les regarder. Ils sont déjà partis. T'es nouveau? Moi, on est arrivé hier. Moi, c'est Lisa. J'habite ici. T'es timide. Je suis pas timide. Tu veux pas me dire comment tu t'appelles? Michael. Je m'appelle Michael. Idéalement, là, Cécile Sciamma, il lui fallu que ceux qui allaient voir votre film n'en sachent rien. Ça aurait été mieux, non? Car la comédienne Zoé Erran peut très bien passer pour un garçon, sauf que quand on a résumé le film, on a vendu la mèche. Oui, alors c'est une question qui s'est posée et moi j'ai très rapidement fait le deuil du mystère total. Pourquoi ça t'est impossible à tenir? C'est impossible à tenir parce que ça crée un malentendu d'abord sur le film. Les gens pensent qu'ils vont voir une jeune suspecte. L'enjeu du film, c'est de savoir si c'est un garçon ou une fille. Or, c'est pas ça. L'enjeu du film, c'est d'être dans la complicité avec elle. Et du coup, voilà, ça crée un quiproquo. Moi, du coup, de toute façon, le film interroge la question du regard pendant 10 minutes, les 10 premières minutes, on ne sait pas, le film ne dit pas si c'est un garçon ou une fille, quand bien même on a lu le résumé dans Pariscope. Pariscope, ça existe encore. Et hommage au mai 81. Vintage. Mais du coup, la question moi ce qui m'intéresse, c'est le trouble sur son propre regard et le doute sur son propre regard. Et donc le spectateur, quand bien même il est au courant que c'est une petite fille et pas un petit garçon, il doute quand même. Et alors ça m'intéresse. Oui, parce que c'est ça que vous voulez provoquer, le doute. Après tout, si les personnages sont confus, il n'y a aucune raison que le spectateur ne soit pas en proie au même doute, non? Oui, absolument. L'idée, c'est qu'il arrive à croire à la méprise. Lui-même doute, et puis du coup, il comprend que les autres puissent douter, et surtout ne pas douter du tout du fait qu'elle est un garçon. Et la petite Laure, devenue Michael dans le groupe, ce qui est frappant aussi, c'est que cette petite fille est prise dans son mensonge, un mensonge qui est arrivé comme ça, voilà. Il n'y a pas de retour en arrière possible, il n'y a pas de demi-tour possible. Non, mais c'est ça qui m'intéressait. J'avais envie d'écrire le film comme un polar.
vraiment un film à suspense, où on est comme un récit d'infiltré, on est avec elle et on se demande quand est-ce qu'elle va se faire attraper, et avec des impasses, avec de l'épanouissement aussi et de la joie dans cette double identité. Et ça, c'est les plaisirs des récits de cinéma assez classiques même, qui m'intéressent aussi. Ouais, mais dans une toute autre mesure, hein, vraiment, il n'y a rien à voir, mais des personnages comme ça pris dans leurs mensonges jusqu'au pire. On pense à Jean-Claude Roman, on pense à Xavier Dupont de Ligonnès en ce moment, non? Il y a un petit peu de ça, sans aucune mesure, commune mesure, évidemment. Jusqu'au pire. Dans le film, ça n'est pas jusqu'au pire. Non, non, du tout. Mais sur le mécanisme. Sur le mécanisme, oui, le mécanisme du mensonge et de la mise en scène autour du mensonge surtout. Parce que les personnages se mettent en scène aussi. Il faut mentir dans la vie, vous pensez? C'est Oui, indispensable? Oui, je crois. Pourquoi? Parce que ça amène du romanesque, et puis parce que c'est une part de liberté, le mensonge, quoi. Ça nous permet de nous définir, de nous inventer. Et il y a quelque chose d'extrêmement ludique, quoi. Donc, alors que la vérité est plate? non, la vérité n'est pas plate, mais le mensonge permet de faire d'émerger une vérité, et donc du coup de la rendre, de mettre en scène sa découverte, et du coup de lui donner une autre saveur aussi parfois. Tomboy, les critiques sont unanimes. Dès les premières images de Tomboy, on est séduit, étonné, accroché. C'est un film solaire sur une ambiguïté obscure. C'est un long drink de fraîcheur et de raffinement. Et pour moi, vraiment la grâce à l'état pur. C'est vraiment d'une sensibilité, d'une exquisité rare. C'est un film totalement universel sur ce que nous sommes, sur ce que nous voulons être. Il y a une autre chose aussi qui est très forte dans ce film et qui couvre vraiment tout le long du film, c'est la sensualité. Et Céline Sciamma, elle accède, je trouve, à une marche supérieure. C'est une immense cinéaste et c'est un film simplement bouleversant, magnifique, superbe. C'est pas une thèse, c'est un film qui me rend folle d'amour. Magnifique, ça rappelle ces ambiances à la Piala, à la Truffaut. C'est absolument un bijou, allez-y, vraiment. Ça m'a rendue super heureuse. Waouh, je t'ai plus. Incroyable. Alors, en mode compile comme ça, je peux ramener le MP3 chez moi. Bien sûr. On peut même vous le boucler pour que voilà, ça dure des heures. Critique extraite du Cercle de Canal+, du Masque et la Plume de France Inter notamment. Bon, des critiques très positives, il n'y a rien à dire, j'imagine, c'est toujours agréable. Mais est-ce que vous êtes tombé aussi sur de bonnes critiques, c'est-à-dire des critiques qui faisaient mouche et qui faisaient totalement écho à ce que vous vouliez faire? Ah oui, absolument. Vous voulez que je vous les cite ou... Non, mais qu'est-ce qui vous a fait plaisir? Pas dans les compliments, quoique les compliments sont toujours agréables, mais sur le côté, j'ai été comprise. Mais c'est quand on déplie le film le plus possible. C'est-à-dire quand on se détache de la situation de départ et de l'histoire pour commencer à voir les implications les plus globales, quoi. C'est-à-dire sur l'enfance en général, sur le fait que le film est sur l'enfance, certes sur l'histoire d'une petite fille qui se fait passer pour un petit garçon, mais aussi beaucoup sur la question du regard et de la pression sur le masculin, donc aussi sur l'enfance des petits garçons, et puis sur le fait de se réinventer, sur les êtres fragiles, quand on sort comme ça du côté sujet ou fait de société, quoi. Le film n'est pas du tout ça, mais pour l'ouvrir au maximum, quoi. C'est ça qui me touche généralement. Et puis quand on parle de mise en scène, parce que pour moi c'est beaucoup un film de mise en scène, évidemment. Et il y a eu aussi des mauvaises pistes dans les critiques, c'est-à-dire des choses qui ne vous concernaient pas du tout? Non, je crois pas. À l'inverse, quand on réduit le film par une thématique ou à la question de l'homosexualité, évidemment, ça me charme moins. Mais bon, souvent c'est une question de signes. De signes? Oui, d'espace pour s'exprimer, quoi. Ah oui, de signes, de non, oui, parce que c'est trop court, donc on n'est pas dans la nuance. Il arrive aussi qu'à écouter les critiques, on trouve des choses qu'on n'avait pas prévues soi-même. Oui. C'est le cas? Je sais pas, non, je vois rien de... C'est des formulations après qui vous touchent, plus que des idées auxquelles vous n'aviez pas pensé. Enfin, non, j'ai pas eu de révélation, d'illumination. Non, parce que parfois les critiques peuvent sonder les inconscients. Non, absolument, oui. Dans le meilleur des cas, hein. Oui, non, il y a des choses qui me touchent parce que je me dis, ah oui, tiens, je l'aurais pas dit comme ça. Et ce qui me touche, c'est que je me rends compte que c'est la même idée, mais formulée autrement. Donc oui, bien sûr, ça existe. Succès critique, plus succès public, combien? 150 000 entrées, c'est ça? On en est à 150 000 entrées, ouais. Ce qui est bien. Ah oui, on espère aller plus loin, mais alors, oui, c'est exceptionnel, oui. Ouais, vous irez plus loin. Tout ça avec une économie très légère. Oui.
Est-ce que ça, c'est une revendication aussi que de faire un film finalement avec une équipe réduite, en tournant en 20 jours, avec cette fameuse caméra dont on va parler? Est-ce que c'est un acte politique? Oui, c'est aussi un acte politique, effectivement. Qui veut dire quoi? Qui veut dire qu'on peut faire du cinéma autrement, qu'il y a du danger à la standardisation, en fait, de produire les films. Les films qu'on produit pour la même somme, généralement, ils finissent par se ressembler. Quoi qu'il arrive. Non, pas quoi qu'il arrive, mais en ce qui me concerne et en ce qui concerne ma jeunesse de cinéma, parce que moi j'estime que je suis un peu rookie, que je débute, j'ai pas les armes pour lutter contre les contraintes officielles d'un budget, d'un casting. Pourquoi vous n'avez pas les armes? Parce que j'ai peut-être pas envie de les avoir aussi. Ah oui, Ouais, c'est ça, ouais. c'est ça. Mais voilà, c'est faire du cinéma autrement. Et c'est aussi une espèce de coup de tête, ce qui me concerne. Hein. Je veux dire, c'est pas pour faire la leçon. C'est pour me dire, moi, ça va me mettre un endroit d'urgence et de nécessité qui va produire quelque chose et qui va produire quelque chose en phase avec ce que j'ai envie de raconter, c'est-à-dire cette enfance-là. L'urgence, la fraîcheur, la liberté totale que vous offre la petite économie, ça va complètement avec le sujet du film. Et alors cette caméra-là? Ouais. Un appareil photo qui se transforme en caméra. On peut faire un film comme ça maintenant? On peut. Alors, il faut quand même un tout petit peu démystifier, c'est-à-dire qu'on l'équipe. Hein. C'est-à-dire que on n'est pas en train de tourner avec son réflexe numérique, on l'équipe en optique et puis ça devient assez imposant. Mais c'est quand même plus léger qu'une caméra, effectivement. C'est aussi moins cher. Mais moi, je l'ai surtout choisi je l'ai choisi parce que c'était ici et maintenant et que ça me plaisait. De tourner Attention, avec les ça c'est outils mitterrandien, hein, ici et maintenant. Ouais. Ah. Vous parlez Mitterrand sans le savoir, dites donc. Oui, c'est ça. Et puis je l'ai choisi aussi parce que pour des qualités esthétiques, quoi. C'est-à-dire que ça se rapproche, c'est du numérique, ça nous permet de tourner plus facilement avec les enfants aussi. On n'a pas à se soucier de la pellicule parce qu'on peut tourner dans la longueur. Et puis en même temps, il y a le jeu des profondeurs de champ, des couleurs, enfin toute la stylistique qu'il propose me séduisait beaucoup. Si pour un prochain film, Céline Sciamma, vous aviez la nécessité d'un gros budget, si vous aviez une idée de film qui coûte cher, vous iriez, ou c'est vraiment... non, vous n'avez pas envie de ça? Ah si, j'irais. Si jamais... Ce qui m'intéresse, moi, c'est les échelles. C'est-à-dire que si le film nécessite absolument un gros budget, si j'ai envie de ça, alors j'aurais envie du gros budget. Il y a eu la pression, je ne sais pas de qui, je ne sais pas qui fait pression dans ces cas-là, des producteurs ou enfin des gens qui financent en gros, pour que sur votre deuxième film, il y ait des gens un peu connus, tout ça, ça existe? Ça n'a pas existé, mais tout simplement parce que avec la production, on travaille ensemble et qu'on a eu envie de ce projet en même temps, quoi. Et je pense que par ailleurs, auprès des financiers, etc., il y a de la séduction qui se dégage des propositions alternatives. Donc, en réalité, on peut penser que les financiers vont dire non, il faut faire comme ci et comme ça, mais ils savent aussi saisir les occasions de faire différemment. Je pense que ça leur donne vraiment une raison d'être. Et dire qu'après deux films, vous avez déjà eu un César? Pas le mien, mais j'en ai eu un. Oh, ok, bon, d'accord. Ça n'a pas marché. C'est mieux encore. Le César de Jeanne Moreau qui vous l'a refilé. C'est un César d'honneur, alors je vais le confier. Le premier film a déjà reçu un César. Et moi, j'aimerais que vienne ici Céline Sciamma avec sa jeune équipe. Et je vais vous le confier. Venez vite, on est pressés. Voilà, hein, avec un parrainage comme ça. Ah bah oui, on peut pas rêver mieux. Venez vite, on est pressé. J'aime bien cette phrase. Oui. Et alors vous l'avez gardé, vous l'avez fait passer? Je l'ai gardé, j'espère un jour le faire passer, mais c'est compliqué. Enfin, Jeanne Moreau a toutes les légitimités de décider de ses héritières, de ses héritiers, ou de donner un signe politique fort. Moi, je me sens, c'est difficile pour moi de décider, d'avoir la légitimité de dire, c'est ça, il faut honorer telle ou telle personne. Donc j'attends l'occasion. Est-ce que c'était gênant sur le moment? Non, j'ai pas eu le temps d'être gênée, c'était tellement surprenant et c'était tellement émouvant que j'ai pu être gênée après, en fait. Mais enfin, je me suis étonnée de ne pas avoir été gênée, plutôt. Non, parce que les compliments, les bonnes critiques, ça va bien, quoi, au bout d'un moment, non? Vous avez le sentiment d'avoir été touché par la grâce, quelque part? Enfin, je sais pas. Ça se passe bien. Ça se passe bien, mais moi, les compliments, ils vont au film. Et je pense qu'effectivement, le film est gracieux. Voilà. Donc ça, c'est mon travail, mais c'est le travail de tous les gens qui l'ont fait. C'est le travail des comédiens aussi, c'est le travail de toute l'équipe. Donc les compliments, je les prends pour tout le monde, quoi. Donc ça va, je le vis collectivement.
C'est important dans la vie, il y a une chose, c'est qu'il faut trouver sa place. C'est ça l'idée. Pour vous, ça a été immédiat, non pas de trouver votre place, mais d'avoir envie de cinéma, ce qu'on appelle une vocation, c'est venu assez vite? C'est venu, en tout cas, l'envie de vivre à travers le cinéma, mais plutôt en tant que spectateur. Ça c'est venu assez vite, effectivement, ouais, au début de l'adolescence. Le cinéma est devenu mon objectif, quoi. Mon objectif, c'était d'aller au cinéma. Ensuite, de là, ça a fini par glisser jusqu'à en faire. Bah oui, mais comment ça bascule, quoi? À quel moment on se dit, bah, ça peut être mon occupation principale et je vais passer de l'autre côté même et faire des films? Assez tardivement, après mes études, quoi. Moi, j'ai fait des études de lettres parce que j'étais vraiment fascinée par la mécanique des récits. Donc, je commençais à m'intéresser à l'analyse des récits. Et puis ensuite, j'ai un peu glissé vers ce savoir-faire-là. Je me suis dit, tiens, je pourrais le mettre en pratique. Ouais, vous êtes d'abord scénariste, enfin, dans l'ordre des choses, je veux dire. Oui, c'est le métier que j'ai souhaité apprendre, quoi, effectivement. Et du coup, je suis rentrée à l'école de cinéma pour apprendre le scénario. Parce que vous auriez pu écrire des romans, pourquoi pas? Oui, c'est vrai, mais j'ai fait cette espèce d'équation entre plaisir de lecteur et envie de cinéma et mécanique des récits. Je me suis dit, tiens, scénario. Je pense que c'était une façon, je trouve ça important aussi, l'endroit où on peut apprendre à faire du cinéma, c'est surtout dans l'exercice, quoi, et surtout et apprendre un geste, voilà. Et écrire, ça, on peut quand même apprendre un peu. Votre prochain film, vous le connaissez déjà? Je le connais pas du tout, alors je suis ravie de ne pas encore avoir fait sa connaissance. Mais rien, pas une piste? Rien, pas une piste. Et ça vous angoisse pas? Pas du tout. Ah bon? Non, parce que je vis toujours avec celui-là, quand même, que je vais l'accompagner encore un peu. Ce sera le trahir de déjà penser à un autre? Peut-être, oui, j'ai jamais pensé à ça comme ça, mais c'est vrai que sur le précédent, ça m'était arrivé de la même façon. L'idée vient après, plus tard. Et c'est quoi la vie de Tomboy maintenant qu'il est sorti depuis 3 semaines? Bon, il est déjà en salle, faut dire. Hein. Oui, bien sûr. Enfin, je veux dire, il est encore en salle. Il est encore en salle et de plus en plus en salle, en réalité. Ah, vous rajoutez des salles? Oui, oui. Enfin, pas vous personnellement, mais... Non, pas moi. Donc voilà, il continue d'être en salle et donc sa vie, c'est ça. Et puis il y a sa vie à l'étranger aussi. Voilà. Je vous livre un témoignage qui est arrivé sur la page Comme on nous parle de franceinter.com. Bonjour, je suis ravie d'écouter en ce moment Céline Sciamma. Son film m'a bouleversée. De gros sanglots pendant la projection, car effectivement, je me suis retrouvée dans le personnage de Laure. Je ne rentre pas dans les détails, inutiles pour vous. Waouh, belle psychothérapie, écrit cette auditrice. C'est ça que vous faites, des séances de psy? Peut-être, on ne sait jamais vraiment ce qu'on fait, c'est les autres qui finissent par vous dire. Eh oui, on est dans le regard de l'autre. Merci d'être venue, Céline Sciamma. On finit avec la musique de Tomboy, car il y en a un peu quand même.